On aimerait bien ton point de vue sur les relations libres. Alors, est-ce que le postulat, c'est une relation libre consentie de part et d'autre? Sodomie la première nuit, y avez-vous réfléchi? Vous vouliez le grand amour, il a fui au petit jour. Bonjour, good morning. Je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. Ici, on parle toujours cash, mais jamais trash, d'amour, de célibat et de schéma relationnel. C'est parti! Salut et bienvenue à Va te faire voir, le podcast irrévérencieux qui aborde sans détour les schémas et les dérapages de la relation amoureuse. Bonjour à tous, on accueille aujourd'hui notre première invitée, une invitée de marque, c'est Bénédicte Anne, que je connais bien. Je vais te présenter rapidement Bénédicte. Je vais prendre une grande inspiration parce qu'il y a pas mal de choses à dire pour te présenter. Tu as une telle expérience. Formation initiale en psychologie, formée à différentes techniques de dev perso et de coaching. On pourrait dire que tu es love coach et aussi coach de vie, passionné par le lien amoureux. Tu as monté initialement une agence de rencontres, une agence matrimoniale, un cabinet en images personnelles. Tu as publié 4 livres maintenant et tu travailles sur le 5e. Les 4 livres, c'est Le prochain, c'est le bon, Autodiagnostic amoureux, Arrêtez de vous saboter, vous êtes exceptionnel, C'est décidé, j'arrête d'être célib. T'as fait plein d'interventions expertes dans la presse, la radio, à la télévision, et tu as lancé un podcast, et c'est comme ça qu'on t'a repéré tout dernièrement, qui s'appelle Sodomie la première nuit, point d'interrogation. Je te vois lever le doigt parce que tu voulais que je mette ce point d'interrogation. Ah oui, parce que sinon c'est presque Sinon, une injonction. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas une injonction. Ce qu'il a en commun avec notre podcast, c'est un certain franc-parler. T'as pas ta langue dans ta poche, ça tombe bien, nous non plus. Et c'est pour ça qu'on voulait discuter avec toi de tout un tas de sujets de couple. Alors Bénédicte, on va se lancer tout de suite dans le grand bain. On aimerait bien ton point de vue sur les relations libres. Alors je sais que c'est large. Donc tu peux découper comme tu veux, commencer avec la partie que tu souhaites. Alors, est-ce que le postulat, c'est une relation libre consentie de part et d'autre? C'est toujours consenti au départ. Là est la question. Il peut y avoir une posture de consentement, mais qu'au fond, il y en a un qui cherche à plaire à l'autre. Mais officiellement, ils sont d'accord. Officiellement, ils sont d'accord et je me demande, est-ce que c'est réellement faisable et possible? Alors moi, je peux juste vous donner l'exemple d'un jeune homme de 25 ans. Donc, il est venu me voir il y a 15 jours. Et avec un postulat qui était une relation libre, et je lui ai demandé pourquoi il avait demandé ça. Il m'a dit parce qu'elle c'était pas mon genre, parce qu'elle me plaisait pas. Donc je savais que j'allais pas tomber amoureux, donc je pouvais m'envoyer en l'air avec des filles qui étaient plus dans mon goût, et c'est pour ça que j'ai demandé la relation libre. Sauf que quand elle a commencé à draguer à gauche à droite et à avoir des mecs, il est devenu fou de jalousie. Et il est venu me consulter pour sa dépendance affective à une fille dont il n'était pas amoureux. Intéressant quand même. C'est la relation libre vue comme un passeport pour tromper l'autre sans avoir quoi que ce soit à se reprocher. Et sans se justifier. Mais que ça aille que dans un sens, attention. Parce que si sa compagne fait pareil, là, il est plus d'accord. Au départ, il est d'accord puisqu'il n'est pas amoureux. Mais il est rattrapé par un truc névrotique de son histoire qui fait que quand elle s'éloigne, il y a la panique totale dans sa vie. Je l'avais déjà coaché il y a 5 ans pour la même raison avec une autre fille. Donc le problème, c'est la jalousie qu'il y a derrière. C'est pas la relation libre. Mais la relation libre, c'est la porte d'entrée pour toucher ce qu'il y a derrière, évidemment. En fait, dans le fond, je trouve ça beau quelque part sur papier, ce concept d'amour inconditionnel, où voilà, on parle pas de possessivité, de jalousie, on se fait confiance, etc. C'est beau sur papier. Moi, j'aimerais bien me dire, ok, c'est cool, je rentre là-dedans, on est tous libres, on se fait confiance, on explore, en même temps, on partage tous les deux, on a notre intimité, notre cocon. Mais humains que nous sommes, on a nos failles, on a notre ego, nos blessures, le passé qui est là avec nous constamment, qu'on le veuille pas. Et c'est vrai que c'est vraiment un sujet qui me travaille en ce moment, que ce soit sur un plan personnel ou professionnel, où vraiment je me dis on est en train de partir dans le polyamour, on entend parler de beaucoup de soirées libertines, on fera un épisode prochainement sur ça. Où est-ce qu'on va réellement? Qu'est-ce qu'on cherche? Toi Alex qui a plus d'expérience et qui est un homme. Alors, j'ai eu des expériences libertines. Ça ne fait pas de moi un libertin, dans le même sens où j'ai testé certaines drogues et ça ne fait pas de moi un drogué. Alors moi, j'ai envie de t'aider en te proposant une lecture. Il y a 3 choses dont tu parles. La relation libre, le polyamour et le libertinage. Ce sont 3 choses différentes. Exactement, oui. Clairement. La différence entre la relation libre et le polyamour, c'est que dans le polyamour, on est supposé s'aimer,
Donc on peut aimer 2, allez, max 3 personnes, parce qu'après il faut quand même du temps. Et on aime tout le monde pareil, dans l'absolu. On est amoureux. On n'est pas dans un état de viens que je t'enfile, quoi. On est vraiment dans l'état amoureux. La relation libre, c'est je suis avec la favorite du harem. C'est plutôt un truc de mec que de nana. Mais il y a aussi des filles qui s'y mettent. Il faudrait savoir pourquoi elles s'y mettent. Est-ce que c'est lié au fait qu'elles veulent faire comme les hommes et elles aussi se positionner sur ce créneau, ou est-ce que c'est lié à un vrai besoin qui peut être ponctuellement tout à fait justifié. Donc l'état de relation libre, c'est j'ai quelqu'un qui me sécurise mon port d'attache et je vais butiner, m'arrivauder, je m'envoie en l'air et j'ai le droit. Et d'ailleurs, je vais sur un site de rencontre avec mon officiel, moi le mec ou moi la nana, et là je dis à mes partenaires, je suis dans une relation libre et c'est supposé être quelque chose de sexy, tu vois. Ouais. C'est pas du tout ringard, c'est moi je suis branchée, toi t'es vraiment qu'une pauvre conne. C'est comme la sodomie la première nuit. T'es qu'une pauvre conne si tu la fais pas parce que t'as rien compris. Et du coup, la fille dit, oui, il est dans une relation libre, mais quand même, il est attaché. Et conclusion, ça fait des gars qui s'envoient en l'air gratos dans la journée chez des filles qui les reçoivent, et ça coûte moins cher qu'une prostituée. Oui. C'est ça la réalité. Oui. C'est marrant parce que moi-même, en tant que nana, je sors que de relations longues, sérieuses, très sécuritaires et stables. Et récemment, j'ai été avec quelqu'un où je me suis dit, tiens, j'ai envie de tester ce concept de relation libre. Mais je pense que ce qui s'est passé pour moi, j'en parle aujourd'hui avec recul, je me rendais pas forcément compte à l'instant T, c'est qu'il y a eu la peur de l'engagement, la peur de retomber dans ce schéma beaucoup trop stable et sécure que j'avais à l'époque avec mes anciens compagnons. Et en effet, je me suis dit, ok, c'est super beau ce concept d'amour inconditionnel, mais en fait, pourquoi je vais là-dedans réellement ? Pour ma part, je sais qu'il y avait très clairement cette peur de l'engagement qui me disait, non, mais relations libres, c'est très bien. Mais en fait, c'est une liberté qui est illusoire au final. Est-ce qu'on est vraiment libre ? Libre de quoi ? Alors d'abord, on n'est pas libre du tout, parce que je vous rappelle quand même que dès qu'il y a acte d'amour avec une sexualité qui se passe bien, parce que maintenant, même les amants d'un soir sont de bons amants, je vous rappelle quand même que quand moi j'étais jeune, on avait les hommes de cœur et les hommes de cul. Donc l'acteur porno qui te prenait comme une bête et l'homme de cœur qui perdait ses moyens parce qu'il était amoureux. Aujourd'hui, l'acteur porno va être capable de montrer une approche tendre. Ce qui fait que la fille, avec ce mélange d'hormones et d'ocytocine, va tomber amoureuse si ça se passe bien. Pour peu que le gars soit tendre, ah, il est amoureux, il me regarde avec amour. Parce qu'ils sont pas tous en train de regarder le plafond ou l'oreiller d'à côté, on est bien d'accord. C'est ça le problème. C'est que les hommes, parce qu'ils sont de bons amants, parce qu'ils ont fait du tantra, parce qu'ils ont appris, parce qu'ils veulent avoir une bonne image d'eux, font l'amour comme s'ils étaient amoureux. Et la fille qui est dans sa fameuse relation libre va commencer à s'attacher. Et à ce moment-là, cet attachement va soit déboucher sur une relation où ça commence, on est là sur un plan cul puis ça évolue, ou alors ils vont se séparer parce que la fille va pas pouvoir supporter la relation libre plus longtemps. J'ai d'ailleurs un couple très libertin qui est venu me voir. Eh bien, cette fille a commencé à aller sur Tinder et au milieu de son expérience, elle est tombée sur un gars marié comme elle. Ils ont eu une relation et là, le gars, il lui faisait l'amour de façon tantrique. Alors que son mari, il était là en disant, ouais, tu te rappelles quand on s'est envoyé en l'air avec celui-là, t'as vu cette salope quand elle t'a léché, quand moi je te faisais ça, ouais, c'était trop bon. Il ne pouvait pas faire l'amour avec sa nana sans lui parler des expériences qu'ils avaient eues. Et tu te souviens, le jour où on était 10 et que ça baisait de partout, rappelle-toi comment t'as crié. Et l'autre, il la regardait avec des yeux pleins d'amour, il voyait la déesse en elle. Et là, la fille, elle s'est sentie aimée. Et quand ils sont venus me voir, elle était en train de tomber amoureuse de lui. C'était il y a 1 an. Elle est installée chez elle, la fille. Depuis 6 mois, elle a présenté le gars qui vient de se séparer à ses enfants. Donc, tu vois, la relation libre, d'accord. Mais quand derrière, il y a une attente et que surtout la fille, elle a mis en scène une sexualité qui n'était pas elle, parce que qu'est-ce qu'elle est venue reprocher dans mon cabinet à son mari ? J'en ai marre de tes plans cul. Mais tu me l'as jamais dit. Je te l'ai dit, rappelle-toi. Ah oui, c'est vrai, tu me l'as dit. Et je lui dis, et vous alors ? Ah ben moi je suivais mon idée. Donc avec lui, j'ai travaillé sur ce besoin de libertinage, ce besoin de sexualité. Mais au début, ils se sont rencontrés là-dessus. Évidemment, ce qui est intéressant, c'est pourquoi il est comme ça. Parce que s'ils étaient venus me voir au moment où elle commençait à dire j'en peux plus, j'aurais récupéré le couple. Sauf qu'elle a réalisé qu'elle ne se respectait plus et qu'elle faisait plaisir à son mari. Donc le contrat de couple de départ était faussé. Il fallait renouveler. Parce que c'était pas sa réelle envie à elle. Non. Elle voulait plaire à son compagnon. C'est plus subtil que ça. En fait, tous les deux mettaient en scène leur sexualité par rapport à une situation traumatique d'enfance. Ils ont vécu un truc traumatique, ils ont développé une posture qui passait par la sexualité. Donc ils se sont rencontrés là, mais en même temps ils se séparent là où ils se sont rencontrés. Ouais. Il y a une répétition de schéma inconscient en fait qui se passe. L'inconscient fait en sorte
que vous répétiez la même situation tout le temps, jusqu'à ce que vous entendiez le trauma d'origine, jusqu'à ce qu'on aille le visiter. Et tant qu'on n'y va pas, ça peut être des années et des années de libertinage, de séduction, d'obsession sur les sites de rencontres, de je te séduis, et une fois que je sais que tu veux, j'ai pas besoin de coucher avec toi parce que ce qui m'intéresse, c'est de savoir que si je voulais, je pourrais. Et ça peut durer des années. Et c'est des gens qui vont aux obsédés sexuels anonymes. Pardon, aux DASA, les dépendants affectifs et sexuels anonymes. Et tu as des gens qui sont autant accros à l'émotion de la rencontre, des filles qui te font mariner des mecs pendant des mois, les mecs aussi c'est pareil, hein. Et pour finalement ne jamais voir la personne parce que ce qui l'intéresse c'est « Ah, quand est-ce qu'on se voit ? Ah, tu me manques tellement. Qu'est-ce que je te ferais ? Qu'est-ce que tu me ferais si on se voyait maintenant ? Dis-moi. Ah, je commencerais à te déshabiller. Ah, tu es dans ton bain. Alors imagine ma bouche qui vient sur ton cou. Je suis penchée sur la baignoire. La fille se caresse, le mec a joué ou la fille a joué selon qui est dans le bain et ils sont contents. Et pendant ce temps-là, ils vont pas au fond du problème. Et ça peut durer des années. Moi, l'addiction sexuelle, c'est un truc qui me passionne. Alors, j'ai l'impression de détecter comme un filtre plutôt négatif de ta part sur les relations ouvertes, plurielles, échangistes, libertines, appelons ça comme on veut. Est-ce que parfois ça peut marcher ? Alors, la raison numéro 1, et c'est la raison pour laquelle ça pourrait fonctionner, c'est que si tu as une vraie relation avec des mômes et des petites choses parallèles dont tu ne parles pas, pour éviter la jalousie, en disant que c'est des coups que ça compte pas, c'est le contrat implicite des couples. C'est tant que ça compte pas, c'est bon, on y va. Et puis un jour, il y en a un qui tombe amoureux, et c'est plus souvent la femme que l'homme, mais dans l'exemple que je vous ai donné sur Tinder tout à l'heure, c'est une pente glissante. C'était les deux. C'est la pente savonneuse de l'amour. Bah, on sait comment ça marche. Plus on a d'orgasme avec quelqu'un, plus on a de l'ocytocine qui est libérée, c'est l'hormone de l'attachement, ça fait tomber amoureux. Exactement. J'ai une cliente qui est sur Gliden en ce moment, qui reçoit un mec qui bosse à 5 minutes de là où elle habite, qui vient chez elle pour faire crac-crac. Ça fait 3 fois qu'elle le voit. Je lui dis, mais c'est comment on lit? C'est moyen. Je lui dis alors, ah oui, mais il est chouette. Et puis, s'il était libre, il ne me regarderait pas. Donc, elle commence à s'attacher. Et là, je lui dis, vous arrêtez tout de suite Gliden, parce que je préfère encore un coup avec un petit jeune dans une boîte de salsa, ou un coup avec un beau gosse qui veut juste vous honorer, plutôt qu'un attachement progressif à un mec en couple qui a commencé par vous dire « Jamais je ne quitterai ma femme, elle est merveilleuse, et toi, ma poufiasse, tu vas me servir de faire valoir, et je vais ramener l'énergie de notre petite après-midi torride dans mon couple, et grâce à toi, je vais pouvoir la baiser parce que j'ai transgressé. » C'est ça la réalité du monde libertin, c'est qu'en fait, ce sont des hommes ou des femmes qui s'ennuient ensemble et qui cherchent une espèce d'excitation extérieure transgressive, parce que forcément, si c'est transgressif, c'est beaucoup plus intéressant, et il y a plus de désir, pour le ramener dans le couple. Et c'est à cette condition qu'ils peuvent rester ensemble. Parce que le problème du couple, il faut pas se raconter d'histoire, c'est que le désir, au bout d'un certain temps, il s'étiole comme peau de chagrin. Et tout l'enjeu, c'est d'arriver à imaginer des trucs dans ta tête, pas forcément des gros trucs lubriques. Mais par exemple, tu dis à une nana, imagine ton mec, il te trompe avec ta meilleure amie. Ouais, la salope! Et là, elle va chez le coiffeur, elle perd 5 kilos, et elle recommence à aimer son mec. Dès que la meilleure amie est hors de piste, elle se retrouve dans l'ennui. Donc le problème du couple, c'est fondamentalement une sécurité ennuyeuse versus une excitation transgressive qui fait que soit tu cherches la sécurité, t'as ton meilleur ami mais au lit tu t'emmerdes, soit tu cherches l'excitation et dans ce cas-là t'auras jamais la sécurité. Et le problème des femmes, c'est qu'elles ont besoin de sécurité pour faire leurs enfants. Est-ce qu'on pourrait pas trouver un équilibre entre sécurité et insécurité ? En fait, les femmes qui ont une activité extérieure, ou les hommes d'ailleurs, qui les passionnent, que ce soit le triathlon pour les hommes, ou que ce soit pour les femmes, je sais pas, la dame patronesse, une passion, un peu de caste, un peu irrévérencieux comme nous, ou encore le crochet, tu vois, peu importe. Quelque chose qui t'excite. Qui t'excite, voilà. Parce que l'excitation, elle peut passer par la sexualité parce que c'est ce qu'il y a de plus simple, mais en réalité, on peut déplacer l'énergie sur un projet plus constructif, ça peut être les SDF, ça peut être la soupe populaire. Moi, j'ai de tout dans mes coachings, donc il y a vraiment... Là, tu mets le doigt sur quelque chose que j'ai vécu personnellement. J'ai remarqué dans mon parcours que régulièrement, quand j'ai eu des phases où j'étais particulièrement passionné par les voitures de sport de collection, parce que ça c'est mon truc, j'avais moins d'énergie sexuelle, moins d'intérêt pour la séduction, les femmes, et vice-versa, et réciproquement, comme si les deux participaient à un même besoin. Pour autant, si je peux me permettre, c'est une intuition que j'ai, donc tu couperas si tu considères que c'est pas intéressant de laisser. J'adore quand ça commence comme ça. Je ne couperai jamais quelque chose me concernant, j'assume. Super. Tu peux y aller. Alors, il y a deux choses qui se posent. La première, c'est si t'avais été moche, est-ce que t'aurais été aussi séducteur? Je pense que oui. Parce que la séduction, c'est pas une histoire de physique. J'ai une part de séducteur qui est plutôt développée, qui était plus développée dans mon passé qu'aujourd'hui et qui résulte essentiellement d'une peur, d'une souffrance de mon adolescence, une expérience quasi traumatique par rapport aux filles et qui fait que j'ai besoin de me réaffirmer continuellement que je ne suis plus ce petit garçon fragile en souffrance, que ça c'est mon passé, tu vois. C'est quelque chose que je revisite régulièrement
heureusement avec une intensité moindre avec les années qui passent. Alors c'est la première fois que je te pose une question un peu intime, alors qu'on se Vas-y. connaît depuis longtemps. La vie est bien faite. Je trouve que je connais, pas bien, mais un peu, la maman de notre ami Alex. Parce que figure-toi que Oui. la maman d'Alex fréquentait le Café de l'Amour, et c'est comme ça qu'elle m'a amené Alex une ou deux fois quand il était encore un post-adolescent, post-pubère, mais qu'il était encore pas ce qu'il est devenu. Et ça m'a permis de connaître un peu la personnalité de cette femme, qui n'est pas anodine. Et à mon avis, la porte d'entrée que tu me donnerais, c'est effectivement l'adolescent Alors là, je traumatisé. suis mi-curieux, mi-flippé. Là, il va peut-être réfléchir à couper. Vas-y, continue. Non, mais je vais pas continuer, parce que là, il faudrait que je démarre un coaching. Mais ce que je peux te dire, c'est que l'adolescent transi qui se fait J'adore que tu blabouler, parles de ça. c'est la porte d'entrée d'un trauma qui, à mon avis, est bien plus ancien et qui est lié à ta mère. Exactement. Qui est quand même tout enfin tout, mais une femme castratrice. Qui est quand même un personnage puissant. Ta mère, c'est pas la petite chose fragile. Oui, bah c'est peut-être cet aspect que tu as appelé castrateur qui a fait que son mariage avec mon père a échoué. Oui, la position du petit garçon, t'avais pas de frère, toi? Si, deux petits. Deux Mais petits. c'est donc t'es l'aîné. C'est l'aîné, bah oui, bien sûr. Voilà. Donc c'est On toi en qui- parle souvent. C'est tous toi les qui deux. portes, a priori, cette posture d'homme. C'était pas facile de choisir, d'être comme papa. Au départ, c'est ce que tu as choisi. Ouais. Je suis castrée et je me ramasse comme papa. Et c'est un mémorial. Et c'est une histoire d'amour avec mon père. Ah, je sens que je touche un truc là. Et j'avais le choix de faire comme ça ce que tu as commencé. Et un jour, tu t'es rebellé et tu es passé de l'autre côté directement. Et tu apprends aux hommes à ne plus être des adolescents transis et castrés. Ouais, bah là, je suis épaté, ça sonne juste. Ouais, j'ai une petite En émotion. effet, t'as capté dans mon non-verbal, mes micro-expressions que j'étais touché. Et oui. T'es bien touché parce que là, j'ai les larmes qui montent. Ah, et ça monte encore. Donc ça veut dire que là, mon émotion me submerge. Ça veut dire que regarde, tu vois, c'est que je suis au bon endroit. Donc là, on pourrait aller rencontrer celui qui était castré autrefois, tu vois, et qui voyait papa s'écraser et qui était en même temps fou de maman, parce que ta mère est aussi une femme passionnante et fascinante. C'est pas juste une femme castratrice, c'est celle en elle qui était castratrice. Enfin, je vais pas te faire un coaching sur ton podcast. J'adore. Eh ben, Vraiment, je suis sans voix, j'étais pas prêt. Ouais, c'est ça qui est beau. Ouais, je vois, t'es encore dedans là. T'es encore dedans. Bah, c'est exactement pour cette raison de spontanéité qu'on voulait pas traiter un sujet trop circonscrit avec toi. Pas rater ça. Et mes chers libertins, posez-vous tous la question sur votre relation à vos parents. Je suis obligée de le glisser. Si je pousse le raisonnement, parce qu'il faut s'autoriser à être un homme, d'où la castration de tout à l'heure. C'est-à-dire que si je suis dans un mémorial à mon père et que ma manière de lui dire je t'aime, c'est d'être aussi castré que lui, je vais à l'adolescence me comporter comme un adolescent boutonneux, même si j'ai un physique de playboy. Alors je ressens gratouiller le besoin de préciser que non, j'ai pas de problème d'érection. Ça, ça paraît tellement évident que il y a pas de d'accord. faute. Bah non, il y en a pas. Enfin, Ah, c'est pas ça mon problème. ah bah pas du tout. Ok. D'autant que tu es passé de l'autre côté maintenant. Ouais. Mais ce que j'essaie de montrer, C'est vrai en plus. Enfin, je dis ça il a comme quand même fallu que tu deviennes love coach pour homme au départ, Ouais. pour sortir de la castration de ta mère. Tu imagines Ah bah ça faisait partie de ma réinvention dans le sens opposé de ma souffrance. tout le monde n'est pas obligé de se réinventer en étant love coach, pardonne-moi. Même si la plupart des love coach j'ai hommes sont j'ai anciens poussé le timides. curseur assez loin, oui. Oui, c'est une thérapie C'est ça, ouais. provocatrice quasiment. Bah oui. nos métiers sont pas anodins. Mhm. Plus ou moins quand même, parce que chez toi, c'est quand même un stade, quand tu te fais filmer en caméra cachée à draguer une fille, à choper son téléphone dans la rue près d'un vélo, j'ai vu ça, je sais plus, un jour je suis tombée là-dessus. Ouais, sur Ça- TF1, ouais. Ça a c'était dû- en sortie de confinement. Ça a dû te faire une pub d'enfer, non? Ah, une certaine exposition aux 20h de TF1, Ouais, j'imagine. montrer devant les caméras en sortie de confinement comment on peut encore prendre des numéros de téléphone spontanément, comme ça, dans les lieux publics, avec un masque FFP2, en respectant la distanciation sociale. C'était rigolo, ouais. Mais c'était Le, rigolo. le caméraman était épaté. Et c'est vrai que dans ce moment-là, bah, je me suis réaffirmé à nouveau à moi-même. Ça m'a apporté ce confort-là, que je ne suis plus ce petit garçon qui n'arrivait à rien faire à une époque. Mais est-ce que tu es conscient que ton talent, aussi bien de thérapeute, coach de la séduction, est inversement proportionnel à la castration que tu as vécue enfant et que tu as vu subie par ton père? Inversement proportionnel, c'est-à-dire C'est-à-dire qu'en plus la gros, castration est grande. ta puissance de tir aujourd'hui, 20 heures de TF1 quand même, pour montrer qu'avec un masque, on arrive à choper le téléphone d'une ravissante sirène qui range son vélo, tu vois. C'est quand Ouais. même ça le truc. Tu imagines la puissance que tu as mise en place et comment tu répares ton père. C'est un mémorial, tu te contentes pas de mettre des fleurs sur la souffrance de ton père. C'est regarde papa, toute cette puissance que j'ai acquise et que je te transfère. C'est-à-dire qu'il fallait que tu en aies bavé et que tu aies souffert de ce que tu as vu, de ce que tu as vécu pour que tu ailles à l'opposé.
du spectre. C'est-à-dire que tu vas leur dire, vous avez les mecs là, avec mon masque, vous avez vu la petite nana là? J'ai son téléphone et c'est quand je veux. Et là, tu dis fuck à ta mère. Tu vois, symboliquement J'adore. parlant. C'est puissant. Ouais, et là, j'ai une émotion. Ouais, c'est que je suis en contact avec ta puissance. Et tu vois, t'as quand même besoin de te réaffirmer régulièrement. Ça veut dire qu'il y a encore une partie de toi. Alors, beaucoup moins, parce que là, Là, on t'a proposé. on est en train de parler de ce qui est aujourd'hui mon ancien métier. Ouais. Parce que mon activité Institut Morning Kiss consistant à accompagner les hommes dans leur rencontre amoureuse, j'ai tourné cette page graduellement tout au long de l'année dernière. Et aujourd'hui, je m'attelle plus sur mon activité Couples inspirants, d'accompagnement de couple. Là aussi, c'est en écho par rapport à du vécu personnel, puisque comme tu sais, Bénédicte, je suis divorcé depuis un peu plus de 2 ans. C'était un choc dans ma vie, une claque d'humilité, et ça m'a inspiré d'en tirer certaines leçons, d'apprendre à mieux faire à l'avenir, et de transmettre ce que j'apprends pour moi-même à d'autres personnes dans un second temps. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu peux pas aider les couples si t'as pas toi-même eu des couples. C'est tellement pas cool d'aller voir le petit garçon qu'on était et qui voyait des scènes, tu vois, là, quand on en reparle, t'as vu, hein, comme l'émotion revient. C'est fou, hein. Ouais. C'est fou. Ouais. Donc là, tu mériterais presque qu'on aille le rencontrer, mais bon, c'est pas le sujet. Laissez-moi tranquille. Non, c'est génial, je trouve ça top. C'est un cadeau qu'elle te Non, mais fait là, en vraiment, vrai. non, mais oui, absolument. Non, ce qui est assez extraordinaire, c'est que ton émotion est à fleur de peau. Et tu vois, là, ça revient. C'est-à-dire que dès que je remets l'attention sur ce petit garçon, je sais même pas de quelle scène il s'agit, je sais 1000 fois la même scène, probablement. Mais il est là, quoi. Et il demande à être entendu. Ouais. Elle le sent aussi, tu vois. Alors, on n'est pas devenus si amis pour rien. On pourrait parler pendant 4 heures avec Bénédicte Anne. Passionnante. Alors, on vous promet, auditeurs et auditrices, que Bénédicte Anne sera dans un autre épisode. On va juste laisser ça en suspens. On va te remercier, Bénédicte Anne, pour ta venue, ta participation, ta générosité. Partagez cet épisode si vous estimez qu'il peut être utile à quelqu'un. Si vous souhaitez suivre Bénédicte Anne, où est-ce qu'on peut trouver? Benedictane.fr. J'ai un café coaching le 20 juin. J'invite un intervenant à nous faire un exercice géant sur le pardon thérapeutique. Donc je pense que c'est assez intéressant parce qu'on va trouver notre trauma racine. C'est basé à Paris, bien sûr. Bien sûr, c'est à Paris. Sinon, je me déplace et c'est marqué sur mon site. Merci Bénédicte. Merci à vous. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Il y en aura 2 par mois, les 2e et 4e vendredis du mois. Vous trouverez des infos sur mon site internet www.benedicteanne.fr. J'ai aussi une chaîne YouTube dans laquelle vous trouverez plein de contenus. Merci de mettre un commentaire positif pour encourager les podcasts à venir. À dans 2 semaines.